Je veux vous lire une citation. C'est le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui a dit publiquement, officiellement, alors que son pays est bombardé sans relâche par l'armée de l'air la plus puissante de l'histoire humaine. Il a dit « Il y a des gens dans le leadership iranien qui comptent les minutes avant d'accueillir les forces des États-Unis en Iran. D'accord? Comptant les minutes pour les accueillir. Laissez ça infuser un instant. 13 000 bombes américaines ont frappé l'Iran. 10 nuits consécutives de frappes aériennes, installations nucléaires, sites de missiles, centres de commandement, raffineries, ponts, centrales électriques. L'armée iranienne absorbe une quantité extraordinaire de dégâts et leur porte-parole gouvernementale officielle se tient devant les caméras et dit « S'il vous plaît, envoyez les troupes terrestres. Nous sommes prêts. Nous attendons. » Maintenant, l'une de deux choses est vraie. Soit le leadership iranien a complètement perdu la tête, soit ils savent quelque chose que Washington ne sait pas. D'accord. Et aujourd'hui, je veux défendre la deuxième option, que l'Iran n'est pas en train de perdre cette guerre. Qu'en fait, à travers 4 dimensions critiques simultanément, militaire, économique, politique et diplomatique, l'Iran pourrait bien être en train de la gagner, d'une manière dont presque personne ne parle, d'une manière que le récit médiatique standard, à gauche comme à droite, échoue complètement à expliquer. Et à la fin de cette vidéo, je veux que vous compreniez exactement pourquoi les États-Unis, malgré la possession de l'armée la plus puissante de l'histoire humaine, marchent droit dans un piège spécifiquement conçu pour eux, un piège qui se prépare depuis des années, et un piège dont l'invitation à entrer vient d'être publiquement lancée, officiellement, par le gouvernement iranien lui-même. D'accord, laissez-moi commencer par 2 informations des dernières 24 heures, 2 histoires que les médias traitent comme des événements complètement séparés. Histoire numéro 1. Dans le détroit d'Ormuz, cette voie navigable étroite au fond du golfe Persique, la garde révolutionnaire iranienne, l'IRGC, a annoncé que tous les navires doivent désormais coordonner directement avec l'Iran avant de tenter de transiter par le détroit. Des navires qui ont tenté d'utiliser une route alternative non autorisée ont été touchés par des explosions. Ils ont été neutralisés. Ils flottent actuellement là, pris en charge par des remorqueurs. Le détroit, qui transporte 20% du pétrole et du gaz mondiaux en temps de paix, est effectivement fermé. Histoire numéro 2. Les Houthis au Yémen, le groupe armé qui contrôle la majeure partie du nord du Yémen, ont déclaré un embargo maritime complet contre l'Arabie saoudite. D'accord, l'Arabie saoudite, quand le détroit d'Ormuz est fermé, exporte son pétrole via un pipeline alternatif. On l'appelle le pipeline Est-Ouest. Il traverse la péninsule arabique et se termine à un port appelé Yanbu, sur la mer Rouge. Et pour atteindre le marché mondial depuis Yanbu, ce pétrole doit passer par un autre détroit de l'autre côté, un endroit appelé Bab el-Mandeb. Et maintenant, les Houthis disent que rien ne passe. On le ferme aussi. La plupart des gens lisent ça comme 2 histoires séparées. Régions différentes, acteurs différents, conflits différents, cycles d'informations différents. D'accord? Mais ce ne sont pas 2 histoires séparées. C'est un seul et même coup d'échec coordonné. Et aujourd'hui, je veux vous expliquer exactement comment ces 2 événements sont en fait le même événement. Et pourquoi comprendre ça change tout dans votre façon de voir cette guerre. Alors, donnons un nom à cette stratégie. Je vais l'appeler le siège du double corridor. D'accord? Et pour comprendre pourquoi c'est si puissant, j'ai besoin que vous compreniez d'abord la géographie. D'accord, suivez-moi. Pensez à toute la région pétrolière du Moyen-Orient comme une pièce. D'accord, une très grande pièce pleine de pétrole. Cette pièce a 2 portes. La première porte est le détroit d'Ormuz, à l'est. C'est la sortie principale du golfe Persique. Environ 20% du pétrole et du gaz mondiaux passent par cette porte en temps de paix. L'Irak, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, tous exportent leur pétrole par là. Et l'Iran contrôle la côte du côté nord de cette porte. L'Iran vit littéralement à côté de cette porte. D'accord, la deuxième porte est Bab el-Mandeb, à l'ouest, où la mer Rouge rejoint le golfe d'Aden. Environ 7% de l'approvisionnement pétrolier mondial passe par là. Et quand Ormuz est fermé, quand la première porte est verrouillée, la seule voie d'échappement de l'Arabie saoudite passe par la deuxième porte. Ils pompent leur pétrole à travers la péninsule arabique via ce pipeline Est-Ouest que j'ai mentionné et l'expédient depuis le côté mer Rouge. C'est leur sortie de secours. D'accord, l'Iran contrôle directement la porte numéro 1. Les Houthis, alliés de l'Iran, qui reçoivent des armes, du renseignement et des orientations stratégiques de l'Iran, contrôlent le territoire autour de la porte numéro 2. Et voici ce qui s'est passé. L'Iran a verrouillé la porte numéro 1. Donc l'Arabie saoudite se précipite pour pousser tout son pétrole par la sortie de secours, la porte numéro 2. Et exactement à ce moment-là, les Houthis verrouillent aussi cette sortie. Maintenant, vous avez une pièce où les producteurs sont piégés à l'intérieur avec leur pétrole, et personne ne peut rien en faire sortir. Pas d'Ormuz, pas de Bab el-Mandeb, pas de route d'échappement, pas de plan B.
C'est ça, le siège du double corridor. D'accord, est-ce que ça a du sens? Et laissez-moi être très clair sur pourquoi c'est un coup stratégique si remarquable. L'Iran n'a pas eu besoin d'attaquer directement les États-Unis. Ils n'ont pas eu besoin de couler un porte-avions américain. Ils n'ont pas eu besoin de tirer des missiles sur New York ou Washington. Ils ont juste eu besoin de verrouiller 2 portes. Et tout le marché mondial de l'énergie, qui est la sève de l'économie américaine et franchement de l'économie mondiale entière, commence à s'étouffer. Maintenant, laissez-moi vous donner les chiffres, parce que les chiffres rendent tout ça réel, et je veux que vous ressentiez vraiment ces chiffres, d'accord? La perturbation d'Ormuz représente une réduction de 10% de l'approvisionnement pétrolier mondial. Disparu, comme ça. La fermeture de Bab el-Mandeb ajoute 7% de plus. Déficit structurel combiné, 17% de l'approvisionnement pétrolier mondial total. 17%. En temps de paix, une perturbation de 1% de l'approvisionnement pétrolier mondial causait un mouvement de prix significatif. 17%, c'est catastrophique. Alors, à quoi ressemblent réellement ces 17% en pratique? Le prix du pétrole se dirige maintenant vers 115 à 120 $ le baril. Certains analystes, des analystes sérieux, des gens qui étudient ça pour gagner leur vie, préviennent que dans le pire des scénarios, le prix pourrait atteindre 200 $ le baril. 200 $, d'accord? Si ça arrive, on ne parle plus de récession. On parle d'une dépression mondiale, le genre de choc économique qui redessine l'histoire. Aux États-Unis en ce moment, le prix moyen au détail de l'essence a déjà franchi les 4 $ le gallon. Et les économistes estiment que cette guerre a coûté environ 1000 $ de dépenses supplémentaires aux ménages américains moyens depuis le début du conflit. 1000 $ par foyer, pour le carburant, la nourriture, les biens, pour tout ce qui doit être transporté dans un monde où les coûts énergétiques ont explosé. D'accord, laissez ça infuser un instant. Chaque famille américaine paie 1000 $ de plus par an à cause d'une guerre à laquelle personne ne leur a demandé de participer. Une guerre à laquelle 65% des Américains s'opposent. Une guerre que seulement 24% des Américains estiment valoir la peine d'être menée. Et si ces chiffres ne suffisent pas, ajoutez ceci. Les coûts d'assurance pour les pétroliers, les primes de risque de guerre que paient les compagnies maritimes pour opérer dans cette région, ont augmenté de 800%, 8 fois le taux normal. Donc, même si un navire pouvait physiquement passer, le coût économique de le faire est si élevé que de nombreuses compagnies choisissent simplement de contourner l'Afrique à la place, ce qui ajoute des semaines au temps de transit, ce qui ajoute plus de coûts de carburant, ce qui signifie plus d'inflation partout dans le monde. D'accord, ce n'est pas juste un conflit militaire, c'est une arme économique de précision, et elle fonctionne avec une efficacité remarquable. Maintenant, voici la partie que la plupart des analystes manquent complètement, je pense. Et je veux que vous soyez très attentifs ici, d'accord? L'Iran n'a pas besoin de vaincre les États-Unis militairement. Ils ne le peuvent pas. D'accord? Soyons complètement honnêtes là-dessus. Les Américains ont l'armée de l'air la plus puissante de l'histoire humaine. Des bombardiers furtifs, des missiles de précision, des porte-avions, du renseignement satellitaire. L'Iran sait qu'ils ne peuvent pas gagner une confrontation militaire directe face à face. Ce n'est pas un secret. Mais voici la chose. Ils n'ont pas besoin de gagner militairement, parce que ce que fait réellement l'Iran, ce n'est pas de combattre l'armée américaine. L'Iran combat les chances du Parti républicain aux élections de mi-mandat de novembre 2026. D'accord, réfléchissez-y attentivement. Trump a besoin de maintenir le contrôle républicain du Congrès. Sans le Congrès, tout son agenda s'effondre. En ce moment, 65% des Américains n'approuvent pas sa gestion de cette guerre. Seulement 24% croient que la guerre vaut la peine d'être menée. Et ça empire chaque semaine. Chaque semaine, les chiffres évoluent dans la mauvaise direction pour les républicains. Maintenant, vous pourriez penser, vous vous attendriez à ce que quand des soldats américains meurent au combat, le public se rallie derrière le drapeau. C'est le scénario normal, non? Le pays se met en colère contre l'ennemi. Ils voient l'Iran comme un État terroriste qui doit être détruit. Ils soutiennent le président. Le président obtient un regain de popularité, d'accord? Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Et je veux vous expliquer exactement pourquoi. Premièrement, les médias grand public ne cadrent pas cette guerre de la façon dont la Maison-Blanche le voudrait. Au lieu de se concentrer sur l'agression iranienne, les grandes chaînes américaines passent significativement plus de temps à critiquer les frappes aériennes américaines et israéliennes. Ils dépeignent effectivement l'Iran comme une victime de l'agression occidentale plutôt que comme l'agresseur. Des organisations qui surveillent la couverture médiatique ont documenté ce schéma très clairement. Et ce n'est pas une conspiration. C'est simplement le résultat cumulé de nombreuses décisions éditoriales individuelles prises par des journalistes qui recherchent ce qu'ils considèrent comme l'angle le plus digne d'intérêt de l'histoire. Deuxièmement, et c'est vraiment important, le plus haut responsable de la lutte antiterroriste aux États-Unis, un homme nommé Kent, a démissionné de son poste spécifiquement pour protester contre cette guerre. Et quand il a démissionné,
Il ne l'a pas fait discrètement. Il est allé sur les réseaux sociaux et a déclaré publiquement que l'Iran ne représentait pas une menace imminente pour les États-Unis. Et puis, il a dit quelque chose d'absolument explosif. Il a dit, je paraphrase de près, « Il est clair qu'on a commencé cette guerre à cause de la pression d'Israël et de son puissant appareil de lobbying aux États-Unis. » D'accord, ce n'est pas un militant anti-guerre lambda qui dit ça. C'est le principal responsable de la lutte antiterroriste du gouvernement des États-Unis, un professionnel de carrière, quelqu'un qui a dédié sa vie à protéger l'Amérique contre de véritables menaces. Et il dit publiquement que cette guerre n'a aucune justification sécuritaire légitime. Quand une figure avec ce niveau de crédibilité fait cette déclaration, ça inflige des dégâts énormes au soutien public à la guerre. Troisièmement, le Pentagone a été pris à dissimuler activement des informations sur les pertes. Le New York Times a rapporté que des dizaines de militaires américains ont été blessés dans des frappes iraniennes en Jordanie, et le Pentagone ne l'a pas divulgué. La citation officielle d'un responsable militaire anonyme était, et je le lis directement, « Le commandement central n'est pas tenu de publier des informations sur les militaires blessés. » D'accord ? Quand les gens découvrent que leur propre gouvernement leur cache le coût humain d'une guerre, ça ne les met pas en colère contre l'ennemi. Ça les met en colère contre leur propre gouvernement. Ça crée de la méfiance. Ça renforce le sentiment que cette guerre est menée de manière malhonnête, pour des raisons qui ne sont pas pleinement expliquées au public. Donc, ce qui se passe ici est le contraire complet de l'effet de ralliement autour du drapeau. Chaque soldat américain qui meurt dans ce conflit devient un handicap politique pour Trump, pas un atout politique. La guerre ne génère pas de colère publique envers l'Iran. Elle génère de la colère publique envers la guerre elle-même, envers la décision de la commencer, envers ceux qui la gèrent. Et cette colère a un endroit très précis où aller en novembre. Elle va dans un isoloir. L'Iran comprend parfaitement cette dynamique. Ils ont conçu la pression pour qu'elle s'accumule lentement, mais constamment. Pas à travers une attaque catastrophique unique qui pourrait déclencher une réponse émotionnelle, mais à travers un battement de tambour constant de douleurs économiques, de pertes militaires et de dommages à la crédibilité qui s'accumulent sur des mois. Ils jouent une partie longue contre un système démocratique qui a des élections à date fixe, et ce calendrier joue entièrement en leur faveur. Maintenant, voici quelque chose qui, je pense, va sincèrement vous surprendre, d'accord ? Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'ici suggère que les États-Unis font face à un dilemme. Les frappes aériennes ne suffisent pas à mettre fin au blocus et les troupes terrestres sont politiquement impossibles à autoriser. C'est le piège, non ? C'est l'analyse évidente. Mais il y a une dimension à ça qui rend les choses bien plus intéressantes et bien plus alarmantes pour Washington. L'Iran n'a pas peur d'une invasion terrestre. L'Iran l'invite activement. Laissez ça infuser un instant. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaël Bagaï, a dit publiquement, et je cite directement, qu'il y a des gens dans le leadership iranien qui comptent les minutes pour accueillir les forces américaines dans toute invasion terrestre. Comptant les minutes pour les accueillir. D'accord, ce n'est pas le langage d'un gouvernement effrayé, c'est le langage d'un gouvernement qui a préparé un deuxième piège à l'intérieur du premier piège. Et l'IRGC, la garde révolutionnaire iranienne, a publié une déclaration disant que leurs forces terrestres sont au plus haut niveau de préparation et peuvent neutraliser toute incursion ennemie immédiatement. Pas éventuellement, immédiatement. Maintenant, pourquoi l'Iran serait-il si confiant ? Pourquoi un pays bombardé sans relâche par l'armée la plus puissante du monde attendrait-il réellement avec impatience une invasion terrestre ? Parce que l'Iran a passé des décennies à se préparer spécifiquement à exactement ce scénario. Ils ont construit des réseaux de tunnels souterrains. Ils ont dispersé des dépôts d'armes et une infrastructure de commandement à travers le pays, de manière à les rendre très difficiles à détruire depuis les airs. Ils se sont extensivement entraînés à la guerre urbaine et au combat asymétrique contre un adversaire technologiquement supérieur. Ils ont étudié l'Afghanistan, ils ont étudié l'Irak, ils ont étudié le Vietnam, ils ont examiné chaque campagne terrestre américaine et ils ont construit toute leur doctrine défensive autour des vulnérabilités spécifiques que ces campagnes ont exposées. Et réfléchissez à ce à quoi ressemblerait réellement, en pratique, une invasion terrestre de l'Iran. L'Iran n'est pas l'Irak. Il fait 3 fois la taille géographique de l'Irak. Il a 3 fois la population. Le terrain est montagneux et extrêmement complexe. Et contrairement à l'Irak en 2003, où des parties significatives de la population étaient ambivalentes, voire hostiles envers Saddam Hussein, la population iranienne, même les gens qui détestent activement leur propre gouvernement, se rallierait très probablement contre une invasion militaire étrangère. C'est un schéma historique qui se répète constamment et de manière cohérente à travers les cultures.
Vous pouvez avoir une population qui s'oppose fortement à ses propres dirigeants et la voir quand même prendre les armes pour défendre son pays contre une armée extérieure. Donc, c'est un piège plus profond. L'option qui pourrait théoriquement résoudre le problème militaire est celle que l'Iran invite activement, parce qu'ils ont passé 20 ans à s'assurer que cette option se termine en catastrophe pour quiconque la tente. D'accord? Est-ce que ça a du sens? Maintenant, je veux voler l'argument de l'autre camp, d'accord? Parce que l'honnêteté intellectuelle l'exige. Et je ne veux jamais que vous acceptiez simplement ce que je dis sans entendre le contre-argument le plus solide possible. L'argument le plus fort pour la position américaine va comme ceci. Les États-Unis détruisent systématiquement la capacité de l'Iran à soutenir le blocus. Ils ont frappé 13 000 cibles. Ils bombardent les ponts, les routes, les tunnels dans le sud de l'Iran qui relient l'intérieur du pays aux unités côtières de l'IRGC qui font respecter le blocus d'Ormuz. Ils coupent les lignes de réapprovisionnement. Ils démantèlent le rôle du Hezbollah au Liban à travers un cadre de cessez-le-feu, retirant cette pièce du plateau. Ils font pression sur la Syrie pour fermer les routes d'armement vers le Hezbollah. Pièce par pièce, ils démantèlent l'axe de la résistance. Et éventuellement, dit l'argument, l'Iran finit par manquer de missiles et de drones. Le blocus s'effondre, l'Amérique gagne. D'accord, je prends cet argument au sérieux. Il a un précédent historique. L'usure économique et militaire fonctionne. Ça a fonctionné dans une certaine mesure dans de multiples conflits passés. Je le reconnais. D'accord. Mais voici ce que cet argument ne peut pas expliquer. Après 13 000 bombes, après 10 nuits consécutives de frappes aériennes, le détroit d'Ormuz est toujours fermé. D'accord, il est toujours fermé. Et l'IRGC, tout en étant bombardé, mène toujours des frappes de représailles coordonnées dans plusieurs pays. Rien que dans les 48 dernières heures, l'IRGC a annoncé avoir frappé un système de défense anti-aérienne Patriot américain à Bahreïn. Ils ont attaqué des installations de la marine américaine au port de Salman, à Bahreïn. Ils ont mis le feu à des installations des forces spéciales des Marines à la base d'Arif Jan, au Koweït. Ils ont ciblé des hangars d'hélicoptères avec des hélicoptères Apache et Chinook à plusieurs endroits. Et voici quelque chose de remarquable. Ils affirment avoir frappé et détruit l'infrastructure d'un centre de données d'Amazon à Bahreïn. D'accord, un centre de données d'Amazon. Ils ciblent désormais l'infrastructure technologique commerciale mondiale, pas juste du matériel militaire. Un analyste de défense sérieux a dit à Al Jazeera, officiellement, ce sont ces mots. L'Iran dispose d'un nombre énorme de missiles, et surtout de drones, capables de frapper des navires dans le détroit d'Ormuz pour l'avenir prévisible. Et puis il a ajouté quelque chose de très important. Il a dit que depuis que l'Iran a relancé ses exportations pétrolières, après avoir signé le protocole d'accord, ils ont, je cite, rempli leurs ressources financières. Ils ont économisé de l'argent, ils ont reconstitué leurs arsenaux, ils se sont préparés. Ils savaient que ça arrivait. Donc, l'argument le plus fort dit qu'on use l'Iran et qu'éventuellement, il va craquer. Les preuves sur le terrain disent que l'usure ne fonctionne pas assez vite. Et chaque jour de retard, les dommages économiques à l'Amérique s'accumulent. Les dommages politiques à Trump s'accumulent. Il y a une course entre le rythme des progrès militaires et le rythme des dommages politiques. Et en ce moment, les dommages politiques gagnent clairement cette course. Maintenant, laissez-moi relier tout ça à un tableau plus large. Parce que je ne veux pas que vous voyiez ça comme juste une histoire sur l'Iran et les États-Unis isolément, d'accord? C'est une histoire sur quelque chose de bien plus fondamental. C'est une histoire sur ce qui se passe quand un empire en déclin se surextend. Quand un empire est puissant, il essaie de tout contrôler. Il construit des alliances partout, il établit des bases militaires partout, il s'insère dans chaque conflit. Mais c'est précisément l'acte d'essayer de tout contrôler qui finit par le détruire, parce que les coûts s'accumulent, les engagements se multiplient et éventuellement, vous êtes tellement dispersés que des adversaires astucieux peuvent trouver les failles. Les États-Unis, en ce moment, ont leur force navale étirée à travers plusieurs théâtres simultanément. Le golfe Persique et Ormuz, la mer Rouge et Bab el-Mandeb, la mer de Chine méridionale pour contenir la Chine, la Méditerranée, les Caraïbes et l'Amérique latine. La coalition internationale censée protéger le transport maritime en mer Rouge, appelée Opération Prosperity Guardian, s'est déjà effondrée. La France, l'Espagne et l'Italie ont retiré leurs forces de la structure de commandement. Ce ne sont plus que les Américains maintenant, essayant de tout couvrir simultanément avec une marine qui, bien que puissante, a des limites physiques. Et voici quelque chose de très intéressant à propos des Houthis. Un analyste a fait ce point clairement, et ça vaut la peine de le répéter. Il n'y a aucune mention directe de l'Iran dans l'annonce de l'embargo Houthi. Les Houthis semblent agir dans leur propre intérêt, exploitant ce qu'ils voient comme une fenêtre d'opportunité. Ils ne sont pas juste des marionnettes suivant des ordres de Téhéran dans une simple chaîne de commandement.
Ce sont des acteurs indépendants qui ont fait leurs propres calculs rationnels que ce moment, où les États-Unis sont pleinement occupés par le conflit iranien et où la coalition régionale s'est fragmentée, est le meilleur moment possible pour saisir du levier et remodeler les règles en leur faveur. C'est à quoi ressemble le déclin impérial en pratique. Vous avez tellement de feux qui brûlent simultanément que même les alliés de votre ennemi commencent à agir indépendamment, de leur propre initiative, parce qu'ils voient que vous ne pouvez pas répondre à tout à la fois. Et ils ont raison. Maintenant, je veux vous parler d'un coup d'échec dont presque personne ne parle. Et celui-ci m'a surpris quand j'ai examiné les données attentivement. D'accord, le 20 juillet, le même jour où l'Iran menait des frappes de représailles sur des bases militaires américaines dans 4 pays différents, le ministre iranien de l'Intérieur, Eskandar Momeni, s'est envolé pour Islamabad, au Pakistan, pour des réunions officielles. Ministre de l'Intérieur, pas le ministre des Affaires étrangères, pas le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur. D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce que ça compte? Parce que le ministre de l'Intérieur s'occupe de la sécurité intérieure, de la gestion des frontières et de la stabilité interne. Et la délégation qu'il a amenée avec lui vous en dit long sur le véritable agenda. Il a amené le gouverneur de la province iranienne du Sistan et Baloutchistan, qui partagent une frontière avec le Pakistan. Il a amené des représentants du ministère des Routes, du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Industrie, de la compagnie pétrolière nationale iranienne et de l'autorité douanière. Ce n'est pas une délégation qui se rend dans les capitales de guerre pour négocier des accords de cessez-le-feu. C'est une délégation qui se rend là pour sécuriser un corridor commercial et s'assurer qu'une zone frontalière ne devienne pas un problème de sécurité exactement au pire moment possible. Voici un peu de contexte pour comprendre pourquoi ça compte. La région du Baloutchistan, qui chevauche la frontière entre l'Iran et le Pakistan, abrite des mouvements séparatistes des deux côtés de la frontière. Et voici la partie alarmante. Le mouvement de libération du Baloutchistan, un groupe séparatiste majeur, a publiquement appelé les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne à reconnaître le Baloutchistan comme un État indépendant. D'accord, réfléchissez à ce que ça signifie dans l'environnement actuel. Vous avez l'Iran combattant une guerre contre les États-Unis. Et juste à la frontière est de l'Iran, il y a des mouvements politiques organisés demandant activement à Washington reconnaissance et soutien. L'Iran a déjà reconnu avoir éliminé plus de 100 membres de ce qu'ils décrivent comme des groupes terroristes ayant des liens avec les réseaux de renseignement israéliens et américains opérant dans la région du Baloutchistan. Donc, ce n'est pas une menace hypothétique, c'est une menace opérationnelle active et bien réelle pour l'intégrité territoriale de l'Iran. Ce que visait la visite de Momeni était très précis. Faire en sorte que le Pakistan accepte formellement qu'aucun des deux pays ne laissera son territoire être utilisé comme base de préparation pour des actions contre l'autre. Sécuriser le flanc Est. S'assurer que quand les États-Unis chercheront des vecteurs de pression supplémentaires contre l'Iran, le Pakistan ne soit pas disponible comme partenaire consentant. Et envoyer un message à Washington que l'Iran a déjà anticipé ce mouvement et l'a fermé. Puis, après le Pakistan, Momeni s'est envolé pour l'Inde, pour participer à une réunion ministérielle des BRICS. Le bloc BRICS, qui inclut la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et un nombre croissant d'autres pays, représente l'essentiel du monde non occidental. L'Iran utilise ce moment précis de pression militaire maximale pour étendre et solidifier ses relations diplomatiques avec les pays qui comptent le plus pour une stratégie à long terme de survie économique sous sanctions occidentales. En d'autres termes, pendant que les États-Unis bombardent l'Iran depuis l'Ouest, l'Iran sécurise tranquillement son flanc Est, maintient ses corridors commerciaux et construit l'architecture diplomatique qui l'isolera de la pression occidentale pour les années à venir. Ils font deux choses en même temps, combattre et construire. Et ce n'est pas le comportement d'un pays qui croit être en train de perdre. D'accord. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que je considère comme le coup d'échec le plus sophistiqué de tout ce conflit. Et celui-ci implique le nucléaire, mais pas de la façon dont vous le pensez probablement. D'accord. Le 20 juillet, les États-Unis ont directement frappé la centrale nucléaire de Darkovine, dans le sud-ouest de l'Iran. Maintenant, c'est un seuil significatif. Les Américains avaient précédemment frappé des installations nucléaires comme Natanz, Fordo et Ispahan, qui sont des sites d'enrichissement d'uranium. Mais Darkovine est différent. Darkovine est une véritable centrale nucléaire, une installation énergétique civile. Elle était encore en construction, donc il n'y avait pas de matière nucléaire sur site et il n'y a pas eu de fuite radioactive. Mais c'est la première fois dans ce conflit que les États-Unis frappent directement une centrale nucléaire, une installation construite pour générer de l'électricité pour les civils iraniens. D'accord, maintenant voici la partie intéressante.
Comment l'Iran a-t-il répondu? Ont-ils escaladé militairement? Ont-ils annoncé un programme d'armement accéléré? Ont-ils fait des menaces nucléaires? Non. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères s'est présenté à un pupitre et a fait quelque chose de bien plus sophistiqué. Il a appelé l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, à condamner l'attaque publiquement et clairement. Et il a dit que l'Iran attend du Conseil des gouverneurs de l'AIEA et du directeur général qu'ils affirment leur position en condamnant ce qu'il a appelé le crime américain. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est un coup si habile. D'accord, l'AIEA est censé être un organisme international neutre dont le mandat central inclut la protection de l'infrastructure nucléaire civile dans le monde entier. Si les États-Unis bombardent une centrale nucléaire sous la surveillance et la protection de l'AIEA devrait, selon toute interprétation raisonnable de son mandat, publier une déclaration condamnant l'attaque contre cette installation. C'est leur travail, c'est pour ça qu'ils existent. Mais voici la réalité politique. L'AIEA ne va pas publier une condamnation forte des États-Unis, parce que l'AIEA opère sous une influence politique significative de ses États membres occidentaux. Et donc, ils vont trouver un moyen d'éviter de critiquer directement Watching. Ils resteront largement silencieux ou publieront une déclaration très douce ou se concentreront sur quelque chose de technique qui évite la question centrale de la responsabilité. Et quand ils feront ça, quand l'AIEA échouera à défendre une installation nucléaire civile qu'elle est censée protéger, l'Iran se tournera vers le monde et dira exactement ceci. Vous voyez, l'AIEA n'est pas un organisme neutre. L'AIEA est un instrument politique de la politique étrangère américaine. On ne peut pas faire confiance à l'AIEA pour superviser équitablement et impartialement les activités nucléaires iraniennes. Et donc, tout accord de paix qui exige que l'Iran se soumette aux inspections de l'AIEA n'est en réalité qu'un accord de soumission à la surveillance américaine, ce que nous n'accepterons pas. Maintenant, pourquoi est-ce que ça compte spécifiquement ? Parce que dans le protocole d'accord, l'accord de cessez-le-feu signé entre l'Iran et les États-Unis puis effondré, il y a un paragraphe précis, le paragraphe 8, qui exige que les stocks d'uranium enrichi de l'Iran soient dilués et réduits sous surveillance de l'AIEA. C'est le mécanisme de vérification critique. Sans lui, les États-Unis n'ont aucun moyen indépendant de confirmer que l'Iran ne reconstitue pas sa capacité d'armes nucléaires. Cette clause de vérification est le cœur de tout accord crédible de contrôle des armements. En fabriquant un grief légitime et bien documenté contre l'AIEA à travers son silence sur l'attaque de Darkovine, l'Iran a construit un argument légal et politique pour retirer les inspecteurs de l'AIEA de toute négociation future, ce qui signifie qu'aucun futur cessez-le-feu ne pourra être correctement vérifié, ce qui maintient l'Iran dans une position bien plus forte à toute table de négociation. Et il y a une couche supplémentaire ici que je trouve assez brillante. Les États-Unis ont dit au monde et ont dit au peuple américain que toute la justification de cette guerre est d'empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. C'est la raison déclarée. C'est la base morale et légale du conflit, telle que Washington l'a présentée. Mais ensuite, les États-Unis bombardent une centrale nucléaire, une installation civile sous la surveillance de l'AIEA, construite pour générer de l'électricité pour des gens ordinaires. Le ministère iranien des Affaires étrangères a fait ce point explicitement et publiquement. Cette attaque prouve que le véritable objectif américain n'est pas d'empêcher les armes nucléaires. Le véritable objectif est de détruire l'infrastructure économique de l'Iran et sa capacité à fonctionner comme un État moderne. Parce que si vous vous souciez sincèrement d'empêcher les armes nucléaires, vous ne bombarderiez pas une centrale électrique civile pacifique et ne risqueriez pas de créer un désastre radiologique dans une zone peuplée. C'est un argument puissant, et c'est le genre d'argument qui résonne très différemment en Europe, en Chine, en Russie, dans le Sud global, qu'à Washington. Ça rend plus difficile pour les partenaires internationaux de justifier un soutien continu à la position américaine. Ça augmente la légitimité morale de l'Iran aux yeux du monde non occidental, exactement au moment où l'Iran construit simultanément ses relations à travers les BRICS et la diplomatie bilatérale, comme la visite au Pakistan. D'accord, est-ce que ça a du sens? Alors, laissez-moi maintenant rassembler tout ça, parce que quand vous additionnez toutes ces dimensions, vous pouvez voir la forme de ce que l'Iran a réellement construit, et c'est assez remarquable comme accomplissement stratégique. Sur le plan militaire, les frappes aériennes ont échoué à briser le blocus après 10 nuits et 13 000 bombes. L'Iran mène toujours des attaques coordonnées contre l'infrastructure militaire américaine dans 4 pays simultanément. Sur le plan économique, un déficit d'approvisionnement mondial de 17%, 4 $ le gallon à la pompe, 1 000 $ par foyer américain. Le pétrole se dirigeant potentiellement vers 200 $ le baril. Sur le plan politique, 65% des Américains s'opposent à cette guerre.
le principal responsable de la lutte antiterroriste, a démissionné publiquement pour dire qu'elle était illégitime. Le Pentagone cache les chiffres de pertes au public. Les médias ne construisent pas de colère populaire envers l'Iran. Chaque soldat américain mort rend la guerre moins soutenable politiquement, pas plus. Sur le plan diplomatique, le ministre de l'Intérieur iranien est au Pakistan, sécurisant la frontière Est tout en combattant simultanément les États-Unis à l'Ouest. L'Iran participe aux réunions des BRICS et construit des alliances non occidentales. L'Iran utilise l'attaque de Darkovine pour délégitimer l'AIEA et retirer le mécanisme de vérification de tout futur accord de paix. Et sur la question de l'invasion terrestre, l'option militaire qui pourrait théoriquement mettre fin au blocus est celle que l'Iran invite activement, parce qu'ils ont passé 20 ans à construire l'architecture défensive qui transforme une invasion terrestre américaine en un bourbier catastrophique. Les États-Unis ont l'armée la plus puissante du monde, et elle est prise dans un piège à travers ces 5 dimensions simultanément. C'est ça, la forme complète du siège du double corridor. Ce ne sont pas juste 2 détroits, ce sont 5 points de pression, tous en train de serrer en même temps. Tous conçus pour rendre chaque option américaine pire que la précédente. Maintenant, 3 choses à surveiller dans les 48 à 72 prochaines heures. Numéro 1. Surveillez le prix du pétrole brut. Si le Brent dépasse 120 $ le baril, c'est le marché mondial qui vous dit que cette perturbation est intégrée comme permanente, pas temporaire. Ce chiffre déclenche des examens d'urgence dans les ministères des Finances à travers l'Europe et l'Asie. Ça change le calcul politique pour chaque gouvernement qui dépend d'une énergie abordable. Numéro 2. Surveillez la réponse de l'AIEA à l'attaque de Darkovine. Si l'AIEA reste silencieuse ou ne publie qu'une déclaration faible, l'Iran utilisera immédiatement ce silence comme fondement de son argument selon lequel la surveillance de l'AIEA est politiquement compromise. Surveillez spécifiquement ce que dit le vice-ministre iranien des Affaires étrangères dans les 48 heures suivant toute réponse de l'AIEA. Ça vous dira avec quelle agressivité l'Iran compte poursuivre cet angle. Numéro 3. Surveillez la cote d'approbation économique de Trump, pas son approbation générale. L'approbation de la guerre est déjà à 35%, mais au moment où les chiffres économiques commencent à bouger significativement, la confiance des consommateurs, les données de dépenses des ménages, les attentes d'inflation, c'est là que les sénateurs républicains des États compétitifs commencent à se distancer publiquement du président. C'est le signal que la dimension politique de ce piège s'est complètement refermée. Très bien, je veux que vous contestiez cette analyse. D'accord, je pourrais me tromper sur certaines parties. Je ne dis pas que c'est correct à 100%. Ce que je dis, c'est que c'est le cadre qui me semble le plus logique, compte tenu des preuves disponibles. Et je veux que vous alliez le vérifier. Lisez l'analyse du National Interest sur le détroit d'Ormuz. Ils font un argument très solide sur pourquoi la position géographique de l'Iran sur la côte nord lui donne des avantages structurels que les campagnes de bombardement ne peuvent fondamentalement pas surmonter. Lisez la stratégie de défense nationale américaine de janvier 2026. Spécifiquement les sections sur l'endiguement de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Et demandez-vous ensuite ceci. Si la Chine est vraiment la priorité existentielle pour les planificateurs stratégiques américains, pourquoi Washington dépense-t-il 1500 milliards de dollars de budget militaire et tout son capital politique disponible sur une guerre en Iran à laquelle 65% des Américains s'opposent? Quelle est la théorie derrière ça? Comment ça se relie? Lisez le protocole d'accord. Regardez spécifiquement le paragraphe 8 et demandez-vous à quoi ressemble réellement un accord de paix sans vérification de l'AIEA et si une administration américaine pourrait le vendre au Congrès. Et puis revenez me dire où j'ai tort. D'accord, je veux sincèrement le savoir. C'est comme ça qu'on apprend. Très bien, la question finale. L'Iran peut maintenir le détroit d'Ormuz fermé malgré 13 000 bombes américaines. Quand les Houthis peuvent sceller la mer Rouge avec presque aucune réponse internationale efficace, parce que la coalition s'est effondrée. Quand la douleur économique atterrit directement sur les foyers américains avec 1000 $ de coûts supplémentaires. Quand chaque soldat américain mort rend la guerre moins soutenable politiquement, pas plus. Quand le principal responsable de la lutte antiterroriste démissionne publiquement pour dire que la guerre n'a aucune base sécuritaire légitime. Quand le ministre de l'Intérieur iranien est au Pakistan en train de sécuriser la frontière Est pendant que le front Ouest brûle. Quand l'Iran utilise une attaque américaine sur une centrale nucléaire comme une arme légale de précision pour démanteler le régime de vérification dans les futures négociations de paix. Et quand le propre leadership de l'Iran compte publiquement les minutes pour accueillir une invasion terrestre américaine parce qu'il croit s'être préparé exactement à ce scénario. La question n'est pas qui gagne la guerre militaire. Cette question, à ce stade, est presque hors sujet. La vraie question est celle-ci. Existe-t-il une version quelconque de ce conflit
un scénario, une séquence d'événements où les États-Unis peuvent atteindre un résultat décisif avant novembre, avant que les dommages économiques ne deviennent politiquement catastrophiques pour les républicains, avant que l'Iran ne finisse de construire l'architecture diplomatique et économique qui l'isolera de la pression occidentale pour la prochaine décennie. Je ne connais sincèrement pas la réponse à cette question. Peut-être que personne ne la connaît, mais je pense que c'est la question la plus importante que quiconque devrait se poser en ce moment. Et je pense que le fait que personne à Washington ne semble avoir de réponse claire à cette question vous en dit long sur l'état de l'Empire américain en 2026.